J'ai écouté avec beaucoup d'attention les interventions des orateurs précédents et j'ai lu avec autant d'attention le rapport qui nous a été proposé. De manière non polémique et notamment à l'endroit de la majorité, pas plus d'ailleurs que de l'opposition, dirons-nous. Il y manque à mon avis un terme. Et j'y pense, on en a beaucoup parlé ces derniers temps avec les collègues du groupe à Ansem, car il est puissamment dans l'actualité. C'est celui de démographie. Pourquoi? Ça a été dit, la collectivité de Corse, notamment depuis la fusion, elle intervient en tout, je cite le président exécutif à peu près, et surtout. Or, et on ne l'a pas à mon avis assez dit, elle est la région de France, entre guillemets, peut-être même l'une des rares régions d'Europe à subir, à connaître, à vivre, de manière non partisane et non passionnée, un choc démographique qui interroge et à l'endroit duquel, aujourd'hui, on est constamment obligé de réinventer des politiques. Alors, le choc qui se traduit de diverses manières. L'île vieillit beaucoup. Elle sera d'ailleurs la région ou l'une des régions les plus âgées d'Europe d'ici une vingtaine d'années. Elle fait peu d'enfants. Mais sa population, à un rythme extrêmement soutenu, ne cesse jamais de croître. Alors, il y a des lectures identitaristes, civilisationnelles, j'entre pas dans le débat. Il y a des lectures d'une autre nature, plus généreuse, etc. Moi, je ne veux pas entrer dans ce débat-là, on y arrivera très vite. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas méconnaître cette réalité au moment où notre collectivité, elle se propose d'ajuster des politiques publiques et d'inventer un train financier qui lui permet de les assumer. Notre collègue ami Michel Castellane, aujourd'hui député, lorsque les nationalistes étaient dans l'opposition, sous la mandature de Paul Jacobi, avait ici même, dans les années 2010-2015, ouvert le débat. Moi, j'en appelle, Monsieur le Président, au seuil de nos discussions, à ce que pareil débat soit enfin ouvert avec une question simple. Où allons-nous? Et ce n'est pas un propos métaphysique ou psychanalytique. C'est un propos extraordinairement, je ne parle pas de l'assertion, mais de manière générale et au sens des conséquences, politique. On parle du peuple corse, on construit un budget qui lui est destiné. De quelle réalité parle-t-on vraiment et surtout durablement? Et je le dis encore une fois, ce n'est pas la première fois que je m'exprime dans cet hémicycle, sans aucune connotation ethniciste ou sans aucune orientation idéologique particulière, de manière factuelle, clinique et froide. Pour qui, comment, jusqu'où travaille notre collectivité? Donc, ce sujet-là, à interroger, je me tourne vers la présidente en quelques secondes, je dévorais ces dernières heures l'Atlas de la Corse contemporaine, qui a été publié par une dizaine d'universitaires sous la direction d'un ami, Didier Ray. C'est éloquent. Et on a aujourd'hui un regard universitaire qui n'est pas politique, qui n'est pas partisan, qui n'est pas empirique, qui est scientifique, sur ce que les Corses de tous horizons, de toutes générations, peinent à qualifier et qui en l'espèce est décrit de manière très claire au sens des grandes tendances. Alors ça va vous sembler, je ne crois pas, on est quand même entre élus de la Corse, décalé comme intervention, elle est, rassurez-vous, pas finie, mais je crois, sans prétention en toute humilité, que c'est plutôt le cœur du sujet. Et qu'il faut qu'on interroge cette question démographique au seuil des grands choix budgétaires et financiers que nous aurons à faire pour les temps qui viennent. C'est le premier point. Deuxième point, nous on ne veut pas, je l'ai entendu à plusieurs reprises, y compris à l'instant même dans la bouche de Louis, opposer, anecdote mais révélatrice, le maritime et l'aérien. Ça n'est pas parce que Vanina, de manière
tout à fait sereine et dépassionnée au nom de notre groupe, pose des questions, ou que nous avons été appelés ces derniers jours à communiquer à cet égard, que nous voulons quereller ou opposer des sujets dont nous savons bien à quel point ils sont indissociables et à quel point ils ont vocation à être conjugués. Mais ne jamais rien opposer, et je ne parle pas ici du maritime ou de l'aérien, mais je me sers de l'exemple pour généraliser le propos, ne doit pas non plus nous servir à ne jamais rien prioriser. Or, j'ai entendu le propos de Louis défendant la position de la majorité, qu'on n'accable pas, il faut, aujourd'hui, bientôt 7 ans après le vote de la dernière PPI, puisqu'il est question d'investir 350 à 400 millions d'euros, Bibré Gouzaloudet et que l'on sache, là aussi, où, quand et comment. La voirie, les sujets numériques, les infrastructures, la fibre, etc., les ports et aéroports, avec la question pendante de la fusion programmée de la Chambre, dirons-nous, ou plutôt de son intégration dans le champ organique et juridique de la collectivité. Ces questions-là, qui sont par nature des questions budgétairement pluriannuelles, notre groupe appelle de ses voeux le fait qu'on les aborde et qu'on les vide assez rapidement. Je rejoins un peu Paul Coastan. Il y a des sujets qui sont mécaniques, dont on sait qu'on peut les planifier, mais pour peu qu'on les priorise. Quels sont, du point de vue de la majorité territoriale, les engagements premiers, majeurs? Vous parliez du train, de la mise à niveau, de la commande unique, de l'accès aux personnes à mobilité réduite, etc. Très bien. Mais ce que nous voudrions savoir pour notre part, je me tourne vers Gilles, Giovanna Angeli et d'autres, c'est effectivement comment s'emboîtent tous vos programmes d'investissement et comment vous arrivez à composer ce volume de l'ordre de 350 à 400 millions d'euros pour l'année en cours, et plus généralement, comment vous arrivez à le planifier pour les années suivantes. J'en profite pour dire un mot, puisque Xavier y a fait largement référence, et la raison, des collectivités locales. Là, pour le coup, je suis dans le sujet budgétaire, mais hors sujet au sens des compétences. On est dans l'attente forte des décrets, relatifs notamment aux textes législatifs qui ont été votés ces dernières semaines. Je pense par exemple à la THRS, taxe d'habitation sur les résidences secondaires, dont on sait qu'elle est désormais appelée à être majorée jusqu'à un certain point, mais les communes sont dans l'ignorance. Aujourd'hui, des facultés réelles qui leur sont proposées. Moi, je ne suis pas pour diminuer en volume l'aide aux communes, mais je dis simplement que si les textes les plus récents et les décrets d'application découlant devaient nous donner des marges de manœuvre supplémentaires, on pourrait, sans reconsidérer fondamentalement les choses, interroger un certain nombre de supports budgétaires. Je crois qu'on ne doit fermer aucune porte à l'heure où, on le sait, la crise elle est particulièrement aiguë et particulièrement grave. Je parlais d'un choc démographique. Je voudrais revenir sur un second plan pour dire l'orientation politique de notre groupe. Il y a un deuxième choc qui est un choc immense de précarité. Et bien sûr, ça a été dit, hors de question pour notre part, sans populisme ni démagogie, que l'on reconsidère à la baisse ces dépenses sociales. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, et vous n'êtes pas en cause, c'est que même en maintenant le même niveau de dépenses, on n'arrive pas à sortir les gens de la pauvreté et de la précarité. On n'y arrive pas. Alors, là aussi, puisqu'on n'est pas dans le politiquement correct, il y a tout un tas de lectures. Mais la vérité, c'est qu'il y a une lecture dominante, c'est qu'on garde 60, 70, 80 000, selon les plus pessimistes, personnes dans l'île, tous les jours, en situation de pauvreté, voire de grande précarité. Donc oui, il y a là pour notre part, en 2023, à l'heure de la guerre en Ukraine, de l'inflation, de la remontée des taux, de l'envolée des prix de l'énergie, des difficultés de toute nature, une priorité politique posée. Après la PPI, que nous continuons d'appeler de nos vœux, et toute autre forme de planification concernant les grandes politiques publiques de la collectivité. Continue en disant,
notre inquiétude sur les leviers que vous prévoyez à ce stade et que nous avons notés pour résoudre tout ou partie de la difficulté qui nous est posée. Le transfert de fiscalité, il est conditionné au processus en cours. Mais chacun sait qu'il a très peu de chances de prospérer en cette année budgétaire. Et les budgets étant encadrés par un principe reconnu, à savoir l'annualité, on a cette première contrainte. Deuxièmement, les programmations étatiques et européennes nouvelles. Pour le coup, je suis d'accord, mais circonspect quant au fait qu'a priori, rien ne semble présager d'une petite révolution sur ce plan-là qui serait de nature à embellir, entre guillemets, nos finances territoriales. 3, le recours à l'épargne populaire. Pour y avoir appelé à maintes reprises, je sais et nous savons qu'elle n'est pas de nature, pour peu qu'on parvienne à la mettre en œuvre, à produire ses premiers effets en 2023, voire en 2024, voire même, en étant un peu pessimiste, avant la fin de cette mandature. En revanche, vous évoquez des pistes qui, elles, nous semblent plus concrètes, mais dont je voudrais dire aujourd'hui qu'elles gagneraient à être priorisées. La première, c'est celle de la mutualisation des moyens et dépenses, la réduction des dépenses de fonctionnement et le nettoyage des APAE. À l'occasion du vote du budget, sur ces 3 cadres-là, nous voudrions, y compris sur le débat rouvert par Xavier concernant la fusion des offices et agences, des engagements un peu plus concrets, parce que le DOB, il sert à ça. Il ne sert pas à s'échauffer avant le vote du BP. Il sert, en tous les cas, je veux le croire et l'espérer, à ce que la majorité prenne en compte les demandes légitimes ou pas, c'est le débat politique, de tous les groupes, y compris du sien, pour raffiner sa matrice et revenir devant nous avec une proposition de structure qui soit peut-être plus globale et qui colle davantage aux propositions qui auront été faites dans l'intervalle. Donc moi, vous le voyez bien, notre groupe n'est pas, je reprends l'idée, dans une stratégie belliqueuse ou dans une volonté de querelle, c'est bien l'inverse. C'est essayer de construire un budget qui soit le budget de la Corse, mais avec des propositions dont on espère qu'elles prospéreront au-delà des incantations ou des déclarations de principe. Je termine sur 2 plans. J'espère que vous arriverez à investir aussi massivement que vous le dites. J'ai, et nous l'avons précisé, un certain nombre de doutes. Mais acceptons l'idée que nous parvenions collectivement à ce niveau-là. Nous avons une année sans difficulté majeure prévisible au sens des contentieux, je crois savoir qu'ils sont purgés, des emprunts toxiques, je crois savoir qu'ils sont réglés, et plus généralement de tout ce qui est tombé sur la tête de cette pauvre collectivité depuis quelques années. Donc on est en mesure, a priori, de poser un cadre qui soit un cadre un peu plus précis. Sauf, et nous le savons, et vous encore plus que nous ne parviendrons pas à éviter l'emprunt. Donc, posons-nous sereinement la question du montant tolérable que cette collectivité est prête à emprunter. Louis disait, le milliard, ce n'est pas la roue de la fortune, qu'on soit à 980 ou à 1,2 milliard, 2 euros, hein, pas 200 millions. À la limite, à ce stade des opérations, ce n'est pas fondamental. Ce qui est fondamental, c'est plutôt de savoir comment on va collectivement, alors que les recettes ne vont pas augmenter de manière significative et que les dépenses ne vont pas arrêter de progresser, y compris du point de vue des mesures qui sont prises depuis Paris et qui sont injustes, notamment le dégel du point de compensation. Aujourd'hui, on y est tous soumis en année pleine. Donc ça, il n'y a pas de sujet. Mais, je le dis, si on veut investir aussi massivement qu'on le dit, je pense qu'on a effectivement intérêt à se poser un certain nombre de grandes questions.
Et je veux vraiment terminer là-dessus. Il y a des sujets qui sont abordés de toute nature dans ce programme-là. Si on ne fait pas vraiment de la question fiscale et financière, dans le contexte mouvementé que nous connaissons, la question première, et c'est un nationaliste corse qui vous le dit, des négociations avec l'État, je vous le dis, on reviendra ici, on débattra ad nauseam, mais avec, à mon sens, des difficultés majeures, et on pourra toujours se poser d'autres types de questions. Moi, ce que j'attends toujours en tant que nationaliste, c'est que les derniers prisonniers politiques soient libérés et qu'on aborde les sujets au fond. Mais parce qu'on va les aborder au fond et qu'on est, on l'a souvent démontré depuis les bandes Avancemo, dans une situation budgétaire qui est structurellement difficile, intrinsèquement consommatrice et qui nous pousse vers davantage d'emprunts d'année en année. On ne peut qu'aborder ce volet-là de manière prioritaire et négocier avec beaucoup d'honnêteté et de vérité, ce qui sera l'acte 1 de l'autonomie de la Corse, à savoir de notre point de vue, l'autonomie fiscale. Je vous remercie.